urbanisme et aménagement métropolitain, Smart City, forcément, on imagine plutôt l'impact des nouvelles technologies sur l'aménagement et donc sur comment est-ce qu'on prévoit l'aménagement. Alors Agnès Karadec, vous avez plusieurs casquettes, donc président d'Euroméditerranée, adjointe au maire en charge de l'urbanisme, présidente de la GAM également. Comment est-ce que vous prenez en main ces nouvelles technologies et comment est-ce qu'elles impactent la préparation des grands projets urbains ? Alors, je ne les prends pas seuls. Bonjour à tous, déjà. Je ne les prends pas seuls. Il faut s'inspirer de tous les gens qui sont ici, qui savent et qui conduisent des opérations innovantes dans le cadre de leurs entreprises ou de leurs activités. En tout cas, l'objectif, c'est qu'à l'échelle d'Euroméditerranée, on puisse avoir un modèle de la ville de demain, intégrant évidemment tout ce qui est les nouvelles technologies, l'innovation. Donc ça, c'est à nous d'impulser, de vouloir. Et pour SmartSay, ça a été une volonté forte de l'établissement public de créer cet îlot démonstrateur qui a été confié à Eiffage pour intégrer de l'innovation à la fois dans l'énergie, c'est ce qui a été dit tout à l'heure avec la boucle de thalassothermie, dans la mobilité, dans les usages au quotidien et l'utilisation de nouveaux moyens pour les habitants et pour les usagers, et aussi développer tout ce qui est architecture méditerranéenne innovante, parce qu'on ne construit pas en bordure de la Méditerranée avec du Mistral et 40 degrés comme on peut construire dans le nord de l'Europe. Donc c'est tout un panel de choses qu'il faut impulser et surtout ne pas travailler en silo, c'est-à-dire faire de la coproduction, s'inspirer des nouvelles technologies qui sont développées et puis créer au travers du deuxième îlot démonstrateur XXL qui vient d'être attribué là, à une autre major qui est Bouygues et les inciter vraiment à aller au bout de la réflexion et à la limite à décoiffer quelque part parce que le niveau d'exigence que nous imposons sur cet îlot XXL est très élevé pour avoir peut-être un résultat un petit peu en dessous, mais si on n'a pas ce niveau d'exigence, voilà, on sera peut-être un peu en deçà. Et en plus, les innovations et les technologies évoluent tous les jours. Donc en fait, lorsqu'on réfléchit à la ville de demain, il faut toujours se poser les questions au quotidien et faire en sorte qu'on expérimente des champs nouveaux. Et à travers la COQ, je ne sais pas si ça a été évoqué, donc la COQ au pied de la place Henri Verneuil, l'objectif est avec des partenaires qui doivent être certainement dans la salle, développer un lieu de démonstration lié au numérique et aussi de modélisation au travers des maquettes BIM. La fameuse encore développée, mais je pense qu'il faut que tout le monde parle. Alors, quand on va dire, vous avez votre presque homologue, bien que, alors vous êtes adjoint au numérique, oui, mais vous vous intéressez à l'urbanisme. On va dire que le numérique est quand même assez transverse. Donc, comment est-ce que vous arrivez à collaborer du coup avec votre adjoint à l'urbanisme ? Tout à fait. Bonjour à tous. Bien finalement, c'est vrai que le numérique, il est transverse, bien sûr au niveau de l'urbanisme. Dans d'autres domaines aussi qu'adressent les collectivités locales, évidemment. Mais Laure Agnès l'a parfaitement dit. Tout d'abord, il y a toute cette dimension de service qui va pouvoir être mis en place, comme on peut le voir sur ce parfait démonstrateur qui va être fait à Marseille, pour montrer qu'est-ce que le numérique va pouvoir apporter en matière de service dans les constructions à venir. Ensuite, au niveau de l'urbanisme, ce que peut apporter aussi le numérique, c'est qu'il peut remodeler la relation qu'on peut imaginer d'un citoyen avec son territoire. Je vais prendre un exemple très simple qui parle à tout le monde aujourd'hui, les bouchons. La façon dont on travaille et dont on organise son temps en fonction du déplacement urbain et des délais. Aujourd'hui, avec des outils qu'on utilise tous, des conf calls évidemment, avec des tableaux de bord, avec des outils de reporting, avec des outils de suivi en ligne, on peut commencer à imaginer travailler directement autrement. Il faut savoir que, pour être simple, si on imagine que l'urbanisme, on peut parfois lui reprocher ces dernières années d'avoir été imaginé indépendamment des réseaux de transport, on peut imaginer que ces réseaux de transport ils sont saturés parce que la circulation, elle se sature à peu près entre 5 et 10% supplémentaires. Donc c'est-à-dire que si on enlève entre 5 et 10% de circulation, on n'aura plus cet effet de bouchon le matin, le soir, bref, aux horaires pendulaires. Alors si je peux parler du Pays d'Aix, pour parler d'urbanisme, par définition, il y a énormément de maisons, de logements qui sont faits en périurbain,
en extra-urbain. Donc beaucoup de gens qui se déplacent le matin. Demain, avec le numérique, avec l'évolution du service, avec la capacité à organiser de la relation entre les entreprises, ses collaborateurs ou de la relation inter-entreprise, on pourra imaginer de manière encore plus facile et plus réelle, décaler certains horaires et probablement améliorer le niveau de vie au quotidien des personnes. Et je crois que l'urbanisme, finalement, c'est ça, c'est de construire à la fois le territoire, pas simplement les immeubles, et donc d'imaginer comment est-ce qu'on peut faire que les gens vivent le mieux possible à l'intérieur de notre territoire. Martin Hart, vous avez... Yes. Vous avez mené des expérimentations à Rotterdam, vous avez même des choses assez précises qui ont déjà été faites. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous faites, ce qui a été mis en place, comment ça a été fait, et on va dire les conséquences qu'il y a eu sur la ville? Thank you for the question. Yes, of course, few sentences in front. Our goal is to enforce the capacity to be an entrepreneurial, to be an entrepreneur in Rotterdam. At this moment, I think the main question, the most urgent question, is the consequence of the UN climate change conference in Paris. That make us realize that we have only 20 years to answer the question how to live without oil, gas or coal. This transition needs a lot of creativity and energy. So I give you 3 examples. The first example is, it's not typical Rotterdam that in Holland we are born on a bike. In this moment, the trend is that biking in the city is beating cars. We have sometimes more space for bikes than for cars. And that's why we have some kind of techniques we experiment with. For example, when there is a red light, is it still functioning? When there is a red light for bikes and it's raining, then there is more green light for bikes. When there are larger groups of bikes waiting, they're censoring that and they give the floor to the bikes. So the bikes are always the winning party. And of course, because of e-bikes, people come from larger distances, still 8-12 kilometers from the city center, for example. Another example. So that's all you can't do without ICT. Another example is this year we won a European call for smart cities and communities, which include for a bus station, which go from metro train to the surrounding regions. And we want to experiment now with 30 electric buses, which is normally quite expensive. But by using a very unique ICT program, it can be done so effective that it can be economic, what are here called a good business case. Another one, because I'm from Rotterdam, it's a port city and it's the largest port of Europe. So the extension of the port, where we take the goods of the bigger ships, is now done without any cranes or cars using oil. So it's all electric done. And the people who unload the crane are not the very strong men they used to be. We call them the pilots of the port. But now sometimes it's a girl of 19 years old who has very good brain and computer relation, and she unloads
huge container ships, and I mean huge, by sitting behind the computer and drinking coffee. So this is new ways to get carbon-free, to get people aware of the joy of biking, walking, and then the awareness hopefully helps that they put sun cellars on the roof, use less water by showering all day night, etc., etc. Finalement, ce que vous dites, c'est que nouveaux modèles économiques qui se mettent en place. Et là, peut-être, Monsieur Ponson, donc vous êtes le co-créateur de Redman, donc Marseillais, mais vous avez des projets au national et à l'international. Oui, tout à fait. Alors, vous, c'est un peu votre base de travail, en tout cas votre base de départ. Oui, tout à fait. Donc nous, on a créé Redman il y a de ça 8-9 ans. Partant d'un principe, c'est que l'immobilier était un métier qui allait certainement être chahuté. C'est un métier dans lequel on évoluait tous les deux avec mon associé. Et on avait l'habitude de dire quand on a créé Redman que notre métier, c'était de développer des projets immobiliers complexes. Et en fait, on dit plus ça. On dit que notre métier, c'est de développer des projets complexes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le métier de la promotion immobilière, ou le métier de l'immobilier, ou même de la construction au sens large, c'est un métier qui, à mon avis, est au bout d'une chaîne. Au bout d'une chaîne, qui est une chaîne qui doit respecter le développement économique au sens large. Alors, je vais passer sur toutes les études qui ont été faites. Je les avais notées là, mais je ne sais même pas si ça vaut le coup que je vous les redonne, tellement c'est important, tellement vous les connaissez toutes, sur le fait que les métiers qui n'existaient pas il y a 2 ans, il y en a la moitié qui n'existeront plus dans 2 ans, etc. On voit que tous ces modèles économiques, tous les modèles économiques au sens large sont en train d'exploser, de voler en éclats, d'être transformés, à minima de changer. Et il me semble que lorsqu'on quand on a la responsabilité de bâtir, il faut tenir compte de ça. Tenir compte de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner les changements, accompagner tous ces changements. Et on s'est posé la question, on a pas mal réfléchi sur comment caractériser, comment retrouver une cohérence dans tout ce qui se passait en ce moment dans ces modèles économiques. On parle de start-up, on parle d'incubation, etc. Et il nous semble que le cycle, qui est un cycle à plusieurs entrées, que l'on retrouve quasi systématiquement, c'est un cycle dans lequel on a l'éducation et la formation, qui sont, à mon avis, fondamentales. Il faut absolument en tenir compte, à différents titres. L'éducation et la formation qui permettent à des jeunes d'avoir un niveau de formation suffisant, qui leur permet après de monter une start-up, qui leur permet de créer donc cette start-up, qui leur permet de temps en temps d'inventer un nouveau modèle économique, extra, qui leur permet de temps en temps d'en détruire un, moins bien. En toute hypothèse, on passe dans une phase d'incubation, on passe dans une phase d'accélération, on a besoin de financement, et enfin on va se confronter au marché traditionnel pour aller, là aussi, bousculer, déstabiliser les marchés. Et à ce moment-là, quand on a créé un nouveau modèle économique, c'est très très bien, mais on revient au point de départ. C'est-à-dire qu'il faut de nouveau former, puisque ce n'est pas parce qu'il y a 4, 5, 6, 15, 20, 50 personnes qui ont inventé un nouveau modèle économique qui est en train de pulvériser le marché que tout le monde va se l'approprier. Il faut revenir dans ce système de formation. Et cette chaîne, ce cycle, à mon sens, c'est un point dont on doit tous tenir compte au niveau de l'économie et au niveau de la transformation numérique. Et c'est assez étonnamment un cycle que l'on retrouve dans tous les projets sur lesquels on a participé, qui sont les projets les plus innovants auxquels on participe, et notamment dans la chaîne qu'a pu créer Xavier Niel avec l'école 42. Pour l'information, vous construisez l'Al Fraissinet. Oui, tout à fait, l'Al Fraissinet, l'extension de l'école 42 également. Donc dans cette chaîne, en fait, il y a l'école 42 qui forme parce qu'ils n'avaient pas trouvé des codeurs qui étaient suffisamment costauds, il les forme. Après, il y a l'Al Fraissinet, il va les héberger, il incube, il développe, il aide au financement. Après, il a évidemment Kima Venture, mais il y a aussi plein d'investisseurs qui peuvent venir à ses côtés pour financer les startups. Et puis après, il y a cette volonté de l'économie traditionnelle de venir se frotter. C'est ce qui était dit dans la table précédente en disant les grosses sociétés, j'ai bien aimé le mot de baleine, admettons que ce soit des baleines, elles aiment bien qu'il y ait des petits poissons pilotes qui viennent les stimuler, les chercher et qui les aident à réfléchir. Donc là, on voit que ce cycle est respecté. Un autre exemple, plus près de chez nous, The Camp. Le dossier The Camp, il possède une part d'éducation, de formation, c'est de l'incubation également. Et tous les partenaires de The Camp sont des gens qui font quoi? Ils viennent se frotter à ces nouvelles technos, à ces nouvelles façons de fonctionner, etc.
GIPTIS, l'Institut des maladies rares, de la même manière. Là, on est dans la biotech, on est dans l'invention d'un nouveau modèle économique, comment réinventer le financement des soins, le financement de la recherche, le financement de toute cette recherche qui va après alimenter la vente potentiellement de molécules pour, de manière vertueuse, récupérer l'ensemble de ces revenus et en fait créer un cercle vertueux qui permet d'un petit peu moins s'appuyer sur la Sécu. Puis le dernier exemple, c'est le siège de voyage privé, le campus numérique, sur lequel on travaille avec Stéphane. Là aussi, on est sur l'école 42, l'école des 15, qui est en fait une école qui a été développée par les porteurs de projets, donc par l'équipe des fondateurs de voyage privé, qui va aider les jeunes des quartiers à pouvoir trouver des vraies valeurs par l'entraînement du rugby, mais aussi par le fait de les accompagner, faire leurs devoirs, etc. Mais c'est aussi l'ESCAET, qui est une école de commerce basée sur le numérique, qui va être accueillie sur le campus, un incubateur et le siège de voyage privé. Donc on a toujours cette chaîne de l'éducation, de la formation, de la société. Voyage privé, aujourd'hui, c'est plus une start-up, ils sont presque passés du côté économie traditionnelle et ils viennent quand même se frotter, venir se stimuler avec des start-up. Et pour moi, tout ce schéma-là, ce cycle que l'on retrouve quasi systématiquement, c'est un cycle qui accélère, qui fait aller beaucoup plus vite. Et ce cycle qui va beaucoup plus vite, aujourd'hui, on sait que le numérique, il n'a pas vraiment de limite, c'est quasi instantané la donnée. Et donc on est confronté en fait aujourd'hui entre un rythme qui est un rythme de l'humain, on se lève tous les matins, on se couche tous les soirs, en général. Et on est confronté à des rythmes qui sont, eux, numériques et d'une économie. Et donc on se retrouve en fait avec une économie qui a pris le rythme du numérique, mais dans lesquels on doit insérer l'humain. Et la prise en compte de l'humain dans ces éléments-là, pour moi, c'est ça qui permet de redescendre au niveau de l'urbanisme, au niveau de la ville, au niveau de la construction et au niveau de la structuration des flux. Les flux numériques, oui, mais aussi les flux humains. Donc les transports, donc comment est-ce qu'on fait pour tous ces projets-là qui sont en fait les points d'une matrice, comment on fait pour qu'ils puissent alimenter, irriguer, être connectés entre eux? C'est les transports, de manière à ce que le temps, qui est à mon avis l'élément fondamental, puisse être géré le plus humainement possible pour les gens qui développent cette économie in fine, avec un numérique qui, lui, ne respecte pas le temps. Est-ce que finalement, la Smart City, c'est pas pensée globale, locale mais globale? Peut-être, Anne-Boris, c'est votre vision. Bonjour. En fait, Smart City, il y a plusieurs définitions possibles, la Smart City. Ici, on est dans la métropole Aix-Marseille, donc c'est quand même un énorme territoire, 3000 km², c'est pratiquement 2 millions d'habitants. Dans la Smart City, dans cette Smart City, cette métropole intelligente, se créent des programmes, des Smart Cities comme l'îlot XXL, on en a parlé, et d'autres îlots qui sont aujourd'hui des centres qui développent une mixité pour pouvoir faciliter les usages, qui sont au-delà d'un projet immobilier tout simple, qui donc intègre une réflexion assez globale, mais malgré tout, on a un passé, on a une histoire, et comment intégrer, comment on ne peut pas laisser à l'abandon, par exemple, des villages éloignés des Bouches-du-Rhône, avec des gens qui y vivent, et qui y vivent d'ailleurs très bien. Il y a effectivement ce gros problème de déplacement. Aujourd'hui, ce matin, je l'ai vécu, puisque entre Aix et Marseille, j'ai mis 2h30 pour venir. Il y a une véritable difficulté, et il y a un contraste entre le numérique qui va très très vite et les déplacements qui sont très très lents et qui ne sont pas du tout en adéquation avec aujourd'hui nos jeunes qui réfléchissent tellement vite. Et ce qu'on dit aujourd'hui sera dépassé demain, mais en tout cas dans les transports, ça ne s'arrange pas. Donc là, je crois que dans notre métropole, il va falloir trouver des systèmes pour faciliter toutes ces connexions, on va dire. Voilà. C'est des vraies connexions. Alors, il y a un poisson pilote à côté de vous, Monsieur Bourson. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez créé une start-up qui révolutionne, en tout cas qui bouscule le métier. Alors, qui révolutionne peut-être pas, mais bon, qui accélère en tout cas. Bouscule quand même un peu, si. Si vous le dites.
Donc Lauri Kadouri. Hein, alors, j'ai une double casquette. Alors, j'aimerais d'abord rebondir un peu sur ces modèles d'organisation. On a parlé pas mal de modèles de développement économique. Et puis là, on a rebondi sur le transport, les difficultés de transport, tout en mettant en parallèle la rapidité des communications, des flux dans le numérique. Juste pour revenir sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est pas incompatible. Effectivement, il y a des modèles aujourd'hui d'organisation spatiale qui changent. On a en tout cas un socle qui est, lui, perdure, hein, ces fameuses résiliences des systèmes urbains. C'est qu'on parlait du global, du local au global. La ville est un système dans un système de ville. Donc aujourd'hui, il faut, avec ces développements du numérique, à mon sens, parce que je suis géographe, j'ai oublié de le dire, universitaire à l'Université d'Avignon. Et tout ce que vous faites donc vous avez créé une start-up qui s'appelle Elka Spatialist. Elle s'appelle Elka Spatialist. En deux mots ce que vous faites. Alors très vite, c'est l'application Lina qui est issue de mes recherches universitaires, et plutôt que donc de revendre le brevet, j'ai décidé de monter cette société-là. Donc c'est une application qui identifie et caractérise le foncier. Aujourd'hui à destination des promoteurs immobiliers, on en a deux autour de cette table, et donc ça permet très rapidement, quand je dis très rapidement, c'est en quelques secondes, hein, elle est disponible sur la métropole de Marseille hein, depuis cet été, en une seconde, si vous avez votre adresse de parcelle ou la référence cadastrale, on vous fournit en instantané toute la réglementation qui permet de vous dire ce que vous pouvez faire et pas faire dessus. On a aussi un module supplémentaire, mais là qui est destiné aux professionnels. On en a deux là et ils l'ont vu tourner, qui permet, en fonction du projet du promoteur, de renseigner ces champs-là et d'extraire toutes les parcelles de la métropole qui sont susceptibles d'accepter votre projet. Donc une accélération, on va dire phénoménale, et là je laisse les professionnels en parler, une accélération phénoménale qui participe à ces fameuses directives nationales de construction de logements, puisqu'on permet aux promoteurs de gagner énormément de temps sur l'identification du parcellaire constructible ou pas d'ailleurs. Voilà. Et juste par rapport à la métropole de Marseille, puisqu'on est à la Smart City, je remercie énormément cette métropole, puisque sur les 6 métropoles que l'on développe, hein, je ne vais pas dire de nom pour pas fâcher tout le monde, mais l'open data et la plateforme de la métropole est vraiment super efficace. Je crois que c'est pour l'instant la meilleure qu'on ait rencontrée sur les 6 métropoles du Sud. Voilà. Du coup, tous ces outils numériques qui permettent d'accélérer, d'aller plus vite, gagner du temps, est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui aux prémices ou est-ce que c'est vraiment rentré dans les mentalités? Peut-être Madame Karadec là-dessus. Ça rentre dans les mentalités, mais il y a tellement de choses qui doivent changer dans les mentalités, notamment intégrer l'échelle métropolitaine. Tout à l'heure, Stéphane parlait de The Camp. Moi, je suis une métropolitaine convaincue, mais The Camp, la ville de demain, se réfléchit là-bas avec des applications et s'applique concrètement à Marseille au travers des îlots dont je parlais tout à l'heure. Alors, c'est sûr que l'échelle de la métropole devrait créer une accélération en matière de croissance, de développement de ces entreprises numériques, mais globalement de l'emploi, puisque quand on regarde les différentes métropoles, on a un déficit de 60 000 emplois à l'échelle de notre métropole. Donc on a des pistes de développement, et notamment à travers cette économie de demain forte, et c'est pour ça que je rebondis sur ce qu'a dit Nicolas. Évidemment, la ville apprenante est essentielle dans le dispositif. Aujourd'hui, vous n'allez plus pouvoir faire quasiment de projets sans le penser transport, équipement à côté. Finalement, ce qui était peut-être parfois pas le cas avant. Bien entendu, mais on réfléchit à la ville de demain et après, projet par projet, sur l'urbanisme courant, presque ordinaire, je devrais dire. On est très vigilant sur le développement des projets, la façon d'habitabilité de ces futurs projets. Il faut que ça intègre à la fois les questions énergétiques, les questions de services aux usagers, de confort de vie, c'est-à-dire les appartements traversants pour éviter l'effet de chaleur, et ainsi de suite. Et je pense que c'est une mentalité commune qu'on doit se construire au-delà des simples préoccupations matérielles. Voilà. Madame Bourris. Et économique. Oui. Le message est passé.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Madame Karadec. C'est vraiment, ça va dans le sens de ce que souhaitent nos clients. En fait, si le sujet de la Smart City se pose, c'est qu'on a des usagers, des habitants, des électeurs. Ils sont tous les mêmes finalement. Et ce qu'ils recherchent, c'est vraiment du confort. Nous, on a cette volonté de faire avancer nos projets en ce sens, c'est évident. On a pas mal d'obstacles pour mener à bien les projets. Je parlerai par exemple des places de parking dans les copropriétés, puisque à la fois on essaye de mutualiser les déplacements, de créer des solutions pour que les gens se déplacent moins en voiture, qu'ils partagent leur voiture, et malgré tout on a un règlement qui est là avec des contraintes de places de parking qui sont assez importantes. Il faudrait qu'on arrive à avoir de la souplesse dans nos règlements pour pouvoir s'adapter à ces nouveaux usages en fait. Voilà. C'est un exemple, mais je crois que tout ça, on le fait en construction et en réflexion avec les services de la ville. C'est pas facile après accoucher sur un papier et comment faire pour que après ce soit pas contestable. Enfin, c'est lourd tout ça. Voilà. Madame Charby, votre vision, en tout cas votre vision là-dessus sur l'OCDE. On parlait de la gouvernance tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi ? Il y a de ça partout. Je veux dire, tout ce qu'on a entendu dans cette table ronde, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le logement sans penser l'aménagement du territoire, bien entendu, ça va de sens, sans penser le transport. On ne peut pas penser l'innovation sans penser l'accès à un certain nombre de services, notamment numériques. On ne peut pas penser l'attractivité d'un territoire si, en fait, on n'a pas une appréhension composite de ce territoire. Alors, tout ce que je voulais dire, c'est que toutes les structures de gouvernance métropolitaine qu'on observe, il y en a beaucoup, il y en a une d'ailleurs entre Rotterdam et La Haye qui s'est créée il n'y a pas tellement longtemps, toutes ces structures de gouvernance, le premier secteur qui leur est confié, c'est le secteur du transport. C'est-à-dire que la première des choses à résoudre à l'échelle d'une métropole, c'est le transport. Cependant, si on se contente uniquement de se dire... Il y a des progrès manifestes, c'est-à-dire qu'on peut tester, quand il existe des structures de gouvernance à l'échelle de la métropole, il y a moins d'étalement urbain, il y a plus de satisfaction du public dans l'usage des transports, il n'y a pas 6 ou plus autorités émettrices de transport, comme c'était le cas encore il y a quelque temps sur la métropole d'Aix-Marseille. Donc, pour les usagers, pour les entreprises, c'est un vrai plus. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Pourquoi ? Parce que le transport, ça va avec le logement. Si tout d'un coup, on se dit, ah là, c'est génial, je peux avoir une promotion, une valorisation immobilière sur un terrain donné, je vais faire des logements qui seront économes en énergie, ça va être super, ça va attirer les gens. S'il n'y a pas de transport pour y aller et pour en venir, s'il n'y a pas de services publics de base, des écoles, des choses de ce type, eh ben, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Ce sera des villes qui seront créées, et on en observe partout dans le monde, qui seront très, très équilibrées du point de vue de la consommation environnementale, mais dans lesquelles les gens ne pourront pas habiter. Donc on est vraiment dans une logique où il faut le transport avec le logement. Alors si on dit transport, logement, fatalement il faut le développement économique. Donc on est là dans un système, une vision systémique, et c'est le rôle de la métropole d'intégrer à la bonne échelle ces différents aspects. Ça facilite pour les différents acteurs, mais ça demande, comme le disait Madame, énormément d'efforts et de transformation de pensée pour qu'une vision qui est toujours très en silo, secteur par secteur dans les administrations, se fluidifie en gérant l'interaction, si je puis dire. Et je ne m'arrête pas là, juste un point, c'est qu'il faut penser aussi sur le futur. Par exemple, il y a une innovation géniale, c'est le covoiturage. Bon, super. Il y a eu des plans d'équipement de routes, de transport qui ont été fixés parfois une décennie au préalable. Il faut aussi qu'il y ait une adaptabilité, c'est pas simplement l'intersectoriel, c'est l'adaptabilité dans le temps pour dire, bon, finalement, si j'ai du covoiturage, c'est pas la peine d'ajouter une 3e ou une 4e voie sur ma route, j'utiliserai moins de voitures, si j'ai plus de vélos, mon plan, il est plus adapté, il faut que je l'ajuste. Du point de vue de la dynamique économique, c'est pareil.
Si on va par exemple dans des villes comme Seattle, mais c'est un exemple comme ça, on pourrait le constater partout, il y a des quartiers entiers qui sont plus habitables par les personnes qui ont un emploi pourtant. Pourquoi ? Parce que quand on a les sièges de Boeing, quand on a les sièges de Microsoft et énormément d'emplois créés, eh ben la valeur de l'immobilier augmente énormément et les personnes qui y travaillent peuvent plus s'y loger. Donc elles vont loger ailleurs et encore ailleurs et à ce moment-là, on fait un étalement urbain et des problèmes d'environnement. Donc c'est juste des petits exemples, mais on ne peut pas penser l'un sans l'autre, on ne peut pas penser aujourd'hui sans demain, et il nous semble, pour tout ce qu'on arrive à collecter comme information, que la bonne échelle pour penser ces différentes dimensions, c'est l'échelle métropolitaine. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. La priorité, c'est l'agenda de la mobilité dont Jean-Pierre Serrus, vice-président, est en charge. Il sera décliné à partir de novembre sur la base d'un projet qui sera très précis, parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir aller chercher des fonds d'État et des fonds européens. Mais sauf que voilà, il faut avoir une base solide, et cette base solide, elle est en cours de finalisation pour qu'à l'échelle de ce territoire, évidemment, la mobilité et les transports soient une priorité, et faire en sorte que les grandes règles que vous venez de décliner, c'est-à-dire les transports, l'habitat, le développement économique, soient liés pour permettre une préservation des grands paysages qu'on a justement sur cette métropole et qui fait l'originalité de cette métropole. Et ensuite, je pense que les avantages d'être en bordure de Méditerranée avec un linéaire de côte assez exceptionnel, on doit tirer profit de cette Méditerranée qu'on oublie trop souvent malheureusement. Mais c'est vraiment la priorité et c'est pour ça, c'est la plus-value métropolitaine et il faut que ensemble, on construise cette culture commune pour faire en sorte que notre territoire se développe, rayonne et soit attractif. Voilà, je sors de débat politique, mais rien ne se décrète en un clin d'œil. On n'a pas de passé comme sur Lyon ou sur Lille de travail en commun depuis les années 60. Nous, on a une fusion de PCI qui se fait à un temps T et 6 mois après, on voudrait qu'on soit opérationnel. Non, je pense qu'il faut qu'on apprenne à se connaître et surtout à avoir des complémentarités dans ce territoire et non de la concurrence. C'est pas Audi. Moi, je suis complètement positif sur la démarche de toute façon de collaboration constructive. J'ai eu la chance de pouvoir être avec Daniel Sperling à Marseille parmi les co-constructeurs de la French Tech. Donc finalement, on a montré qu'indépendamment du schéma métropolitain et avec la construction du schéma métropolitain, on pouvait construire évidemment dans un territoire qui économiquement se ressent aujourd'hui à travers le monde, on pouvait construire une vraie légitimité de travailler ensemble. De moi là-dessus, j'ai strictement aucune problématique ni aucune rétention. Puis en plus, en tant qu'entrepreneur, ça ferait pas trop sens si je disais que j'avais une limite territoriale. Au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que par contre, sur les systèmes d'organisation, qu'ils soient métropolitains, administratifs, on en parlait un peu avant de rentrer. Je crois que malheureusement, on va dans un système, la métropole, on en va dans un autre, on en conservera d'autres. Ils sont très bien, il les faut, mais au-delà de ça, il nous faut anticiper encore au-delà de ça, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'il faut raisonner interopérabilité. Ce que moi j'appelle l'interopérabilité, qui peut-être un petit peu abusément prend son sens avec le numérique, c'est l'idée de penser que le territoire administratif, il est bien, le territoire administratif, il doit s'agrandir, le territoire administratif, il peut beaucoup de choses, mais par contre, le territoire administratif et les compétences qui sont confiées par l'État au territoire administratif ne pourront jamais répondre à tous les besoins aujourd'hui que peuvent adresser une seule et même personne, qu'il soit entrepreneur, qu'il soit habitant, qu'il soit bénéficiaire de minima sociaux ou qu'il soit dans un schéma étudiant ou quel qu'il soit. On n'arrivera jamais, nous, collectivités, à répondre à l'ensemble des besoins. Il y aura toujours trop d'espace entre le bureau de 2 fonctionnaires, et il n'y a rien contre la fonction publique, il y aura toujours trop d'espace entre 2 collectivités, et les schémas de centralisation globalisatrice que l'on a connus par le passé ont montré leurs limites, parce que nos besoins évoluent beaucoup plus vite, ça a été dit, et on accélère tellement vite dans nos besoins, nous, au quotidien, sans même s'en rendre compte. Nos entreprises accélèrent tellement vite qu'il va falloir, en plus de ce schéma d'intégration, imaginer une vraie coopération privée-publique, et je dis bien privée-publique, j'insiste vraiment sur ce sens-là, parce qu'on ne pourra pas construire le monde de demain, on ne pourra pas construire notre économie territoriale si on met en dehors, et je n'ai pas dit qu'on le faisait, je n'ai pas dit qu'on était des acteurs qui voulions le faire, mais si on met trop en dehors de nos sphères de décision et de gouvernance les entrepreneurs et les acteurs économiques, ou plus largement les parties prenantes. C'est vrai, c'est ce qu'on a essayé de faire avec la French Tech, je crois qu'on a un peu réussi, puisqu'en fait, on a réussi non pas tout, loin de là, mais par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est filer la gouvernance à des entrepreneurs, garder la stratégie entre politiques, tout en les associant évidemment, et on a montré un modèle vertueux. Et pour reboucler sur l'urbanisme et le numérique, ce que je voulais dire, c'est que le numérique, en fait, il nous pousse à aller vite, nous, élus, il nous pousse à aller vite, nous, individus, parce que ça nous rattrape.
Et comme ça nous rattrape, ça nous pousse à changer nos modèles. Et en urbanisme, c'est la même chose. Je me rappelle avoir vu une interview du sénateur Laffitte quand il avait imaginé Sophia Antipolis. Elle était en noir et blanc, c'est dans les archives de l'INA, je vous engage à aller la voir. Elle est fondamentale. Il explique ce que devrait être Sophia Antipolis, son avis, son idée. Il réussit pas tout, il en réussit une grande partie, parce que c'est une très belle réalisation. Il parle d'espace commun, d'espace de rencontre. Il parle de termes grecs, de sémantique qu'il va adapter à Sophia Antipolis, parce qu'il a besoin de la rencontre entre les entreprises. Dans ces années-là, les entreprises de l'informatique, elles sont fermées, elles sont en silo. C'est le problème du silo. Et peut-être ça a été là la limite de Sophia, qui est une très belle réussite, mais qui nous, dans notre métropole de demain, ou qui demain, dans nouveaux quartiers économiques, on pourra imaginer qu'avec les entreprises du numérique qui sont ouvertes les unes sur les autres, où à la fois les concurrents sont des partenaires un jour et des concurrents le lendemain, on pourra imaginer ces zones de rencontre. Et là, l'urbanisme va prendre du sens avec les services au numérique qu'on va pouvoir instaurer, imaginer et faire développer par nos startups, par nos entrepreneurs et par tous nos porteurs de projets. Je pense que ça sera vraiment ça notre richesse, cette interopérabilité privée, publique et globale, à mon avis. On va aller forcément vers un urbanisme plus intelligent dans tous les sens du terme. Parfait. Très bien. Merci à tous.